Bonsoir à tous, nouvelle émission de Putsch Live. Ce soir, nous sommes le mardi 29 juin et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Alexis Poulain. Alexis, comment tu vas? Ça va, Nicolas, merci de me recevoir. Ah ben c'est avec plaisir. Alors on va se tutoyer parce qu'on se connaît, on travaille sur la même chaîne, bien entendu. On va éviter l'espèce de connivence, on se connaît, donc on se tutoie. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus normal. Alors je te présente, cher Alexis, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Tu es notamment éditorialiste et pour RT France notamment et d'autres, et cofondateur du Monde Moderne. Et tu as une vie très remplie, expert en affaires européennes. Tu as bossé pour les ONG, entreprises publiques, donc tu as un champ très vaste de connaissances et un regard acéré. Tu es ce pétillant chroniqueur qui a été qui a eu plein de vies, plein d'histoires et des plateaux télé qui ne te veulent plus, Alexis Poulain. On va en parler de ça. Des gens qui ne te veulent plus, mais des gens qui t'adorent aussi. Alors, et tu joues, bien entendu. Je t'invite aussi, pour ça, n'oublions pas l'essentiel. Je t'invite parce que tu joues dans la pièce L'homme qui tua Mouammar Kadhafi, mise en scène par le collectif Super Mama. Et avec toi, il y a un ancien officier de renseignement de la DGSE. Et c'est à voir au Festival d'Avignon dès le 7 juillet. Les liens sont en bas, la vidéo, allez voir. Et on va en parler, bien sûr, avec Alexis, politique et théâtre et bien sûr crise sanitaire et démocratie, Emmanuel Macron. Je sais pas si ça va ensemble, mais on va en parler, tu vas nous le dire. Voilà. Allez, première question. Est-ce que tu peux nous parler du Monde Moderne? Donc, tu es le cofondateur et quelle est la genèse, bien entendu, de cette fondation, Alexis? Alors, le Monde Moderne, ça fait 4 ans à peu près que ça existe. Auparavant, c'était un peu un blog qu'on avait monté avec mon associé Antoine de Decker, comme ça pour rigoler, faire quelques billets d'humeur. Et puis petit à petit, on s'est dit, ah mais quand même, ce serait marrant de faire un média. Et puis j'ai commencé à faire des entretiens. À l'époque, c'était avec Dailymotion, j'avais eu un partenariat et il y avait un studio Dailymotion avant que Bolloré rachète Dailymotion. Et donc, on avait accès à un studio et j'ai pu inviter comme ça des personnes très intéressantes, dont Nicolas Kerr, qui nous a quittés récemment. Et je leur laissais le temps, en fait, de dérouler, de s'expliquer, parce que je trouve que dans les médias, les formats d'entretien, en fait, sont très courts. Enfin, pas les médias comme Push ni comme Le Monde Moderne, parce que nous, justement, on a compris qu'il fallait le temps long, qu'il fallait aussi le temps de la parole. L'intelligence, elle n'est pas en 5 minutes entre les pubs avec des questions bidons. Et malheureusement, la plupart des émissions, des grands shows de télé, de mainstream, télé publique et autres, c'est du divertissement et il y a très peu de place pour l'intelligence. Et donc, l'idée, c'était ça, de parler de transition, déjà le terme de transition qui, moi, me hérisse le poil, numérique, écologique, enfin tout ça, pour éviter, en fait, de parler des révolutions qui sont en cours, hein, comment le monde est en train de changer, avec finalement une espèce humaine qui a tous les moyens pour éviter le pire, mais qui va faire comme d'habitude, c'est-à-dire faire le pire, pour dire, ah bah dis donc, on aurait pu l'éviter quand même. Eh ben oui, cette fois-ci, le pire, c'est qu'on aurait pu éviter le pire, mais on va pas le faire. Et donc, on voulait un peu parler de tout ça, et c'est devenu un média. On s'est diversifié dans le podcast, on a plusieurs podcast, Crime sous Cric qui parle du crime organisé avec l'association Crimalt. On a les Imaginaires du futur avec Ariel Kirou, où là on parle de science-fiction et comment finalement la science-fiction dit beaucoup de ce que nous vivons. Et c'est vrai qu'en ce moment, on vit dans une dystopie sans le savoir, mais tout est vraiment fait comme si c'était écrit dans un livre. Et je vous invite à écouter les Imaginaires du futur. Vous allez voir notamment, on a un épisode sur les virus dans la science-fiction, et tout est écrit. Alors, c'était pas le Covid, c'était le prion, mais c'est incroyable de voir comment les auteurs de science-fiction, finalement, sont une inspiration permanente pour nos politiques. Et puis, d'autres podcasts, La République inaltérable. Et à la rentrée, on aura également un podcast sur les malversations financières en France, sur la corruption en France. Vaste sujet, Alexis. Et alors, le podcast, de format podcast, ça marche bien. Bon, j'imagine que tu en fais pas mal, vous en faites pas mal. Ça marche bien, mais tu sens comment il y a une accélération de l'audience sur les podcasts. Il y a des gens qui sont dans l'appétence de ça. Ouais. Oui, il y a une vraie accélération. Disons que c'est un format très pratique parce qu'on peut l'écouter en faisant autre chose, hein. C'était le principe de la radio. Mais là, ça permet d'être en déplacement, d'écouter. Ça permet aussi, là encore, d'avoir le temps long et puis de faire une certaine mise en scène parce que c'est produit. Donc, on a une mise en scène sonore, des archives, des choses qui font que, du coup, on apprend des choses, mais aussi il y a un côté plus large, plus vaste qu'une interview. Et c'est vrai que l'audience augmente beaucoup. Et comme nous, on est un peu producteur maintenant, donc l'idée, c'est d'avoir une sorte de studio producteur où on va avoir différents formats avec différentes thématiques plutôt que d'avoir un seul podcast qui va tout couvrir. On a des conseils de lecture aussi avec Antoine Gouritin où tous les mois, on revient sur les livres qu'on a lus et qu'on conseille. C'est comme ça qu'on a pu parler du néolibéralisme, du capitalisme de connivence, enfin plein de livres intéressants que je reçois. Et puis aussi, on s'est mis
depuis le mois de mars à la plateforme Twitch, qui est une plateforme de streaming qui permet de faire des flux. Et tous les matins, j'anime à 8h une revue de presse avec Antoine en alterné, et ça permet pendant 1 heure ou plus de lire en fait la presse des milliardaires, et de voir un peu comment ils traitent de l'actualité, ce dont ils parlent et ce dont ils ne parlent pas. Et c'est assez criant, en fait, de voir comment, comme ça, on organise ce qu'on appelle la pensée mainstream, ou du moins une certaine hiérarchie de l'info qui empêche de voir le monde à 360 degrés. Alors, c'est intéressant, c'est comment tu la prépares, cette revue de presse, parce que c'est quand même assez fourni. Tu l'as dit, c'est tous les matins à 8h sur ta chaîne Twitch. D'ailleurs, Ouais. on va voir, tu vas le faire bientôt en duo avec Samuel Etienne. Comment ça va se passer? Tu vas pas Non, non, tu vas non, toi, recevoir Marc et Carlito, on va faire un truc un peu sympa autour d'une bamboche, un peu sympa dans ouais, le club. Ouais. alors non, effectivement, c'est quand j'ai vu que Samuel Etienne faisait ça, je me suis dit, tiens, c'est marrant, mais c'est quand même, ah là là, qu'est-ce que c'est nunuche, quoi, parce que c'est très bienveillant, tout le monde était gentil, on boit du café ou du thé, ou je ne sais pas. Et je me disais, mais quand même, il n'y a pas de décryptage, en fait, de pourquoi cet article est écrit comme ça, pourquoi telle déférence, pourquoi il faut lire Paris Match sur BHL, c'est délirant, quoi. Les mecs, ils écrivent, mais tu as l'impression que c'est un sketch, en fait, que c'est du second degré. En fait, non, c'est vraiment écrit comme ça. Donc, il faut l'expliquer, il faut le lire aussi avec le ton, et puis on rigole pas mal. Enfin, l'idée, c'est voilà, on fait des imitations pourries. Enfin, l'idée, c'est d'être un peu dans le spectacle parce que c'est du spectacle. Et donc, rappeler combien c'est du spectacle et combien il ne faut pas prendre au sérieux les conférences de presse de Jean Castex, par exemple, qui sont une mise en scène sévère, un peu austère, mais drôle. Et donc, c'est vrai que ça se prépare. Je me lève à 6h du mat et j'épluche tous les papiers en numérique. J'ai des abonnements pour cela. Et puis après, je choisis un peu les articles qui m'intéressent, et puis on fait ensuite la revue de presse avec l'interaction de Twitch. Ce qui est bien, c'est qu'on peut répondre en direct aux gens qui regardent. Ouais. Ça permet de relancer, de chercher des choses. Donc, il y a une communauté tous les matins. Voilà, ça commence à grossir également. Et c'est sur Twitch / Le Monde Moderne. Voilà, tous les matins. Donc, allez retrouver, bien sûr, cette matinale. Et effectivement, il y a un parti pris. C'est vraiment, tu l'as dit un peu, tu as un peu parlé, c'est le ton léger. T'es super léger là-dessus. Donc, tu parles du spectacle. Effectivement, on peut le voir comme ça. Donc, c'est vrai que c'est un parti pris pour toi, le côté très léger, Oui. déconne finalement, c'est ça, Oui, je crois que l'actualité est tellement anxiogène, elle est tellement volontairement anxiogène quand on entend nos chers porte-parole parler du Covid. Alors là, ça y est, ils nous préparent, le variant Delta va arriver, donc attention, vous allez passer l'été en laisse et la rentrée, ce sera en cage. Faites attention. Non, ça, c'est le dernier tweet de Poulain, que vous pouvez voir, le tweet de lundi 28 juin. C'est Voilà, ça. vous pouvez le voir sur son Twitter. Ouais. Parce que c'est vrai qu'avec Twitter, ça permet aussi de déconner, parce qu'il y a encore ce côté déconnade sur le réseau social où les gens ont beaucoup d'humour. Et ça, c'est assez plaisant. Et sur Twitch, justement, on peut se renvoyer la balle avec des jeux de mots, des trucs. Et par exemple, hier matin, je faisais la revue de presse, et il y avait les 3 candidats de la droite, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand et Laurent Wauquiez, en tête. Et je dis, mais tiens, mais ce serait quoi le titre du film? Et alors, les spectateurs m'ont donné plein d'idées de titres. Il y en a un, c'était Le premier qui dit la vérité. Je dis, mais c'est un super titre de film, ça. Et après, on a fait le casting. Alors, Jean Dujardin dans le rôle de Wauquiez. Il y avait Clovis Cornillac qui ferait Xavier Bertrand, et Valérie Lemercier pour faire Pécresse, par exemple. Et ça ferait une belle comédie française. Et l'idée, c'est de montrer combien tout ça est un spectacle, une comédie, c'est la comédie du pouvoir. Et que derrière, alors il y a des enjeux de pouvoir réels, mais si on arrive à le prendre avec suffisamment d'énergie, à utiliser l'humour, qui est une arme, ça permet aussi de contrer cet effet anxiogène de l'information utilisée comme une arme. Ça permet aussi de mettre en perspective, et en disant, mais attendez, tout ça, c'est pas sérieux. Regardez ce qui s'est passé rien qu'avec les masques. On savait que c'était pas sérieux de mettre un masque sur la plage alors que tu étais tout seul sur la plage, mais fallait le faire. Et tu dis, mais vous êtes dingue ou quoi? Et personne, tu vois, sur les plateaux de BFM, pour dire, mais ils sont dingues. Tu vois, et à un moment, heureusement qu'il y a encore ces espaces-là. Alors, Twitch, c'est pas non plus génial. C'est quand même Jeff Bezos qui a racheté la plateforme il n'y a pas longtemps, donc ça reste un GAFAM. Mais ça permet, voilà, de quand même d'avoir un vecteur qui permet encore une certaine liberté là où tu l'as plus, où tout est contrôlé. Mais à la base, à un moment, je trouve qu'il y a une telle, et on va parler des médias après, mais un tel lissage, une telle lâcheté également de la part de la profession, qui fait qu'ils sont capables de raconter tout et n'importe quoi et de jamais dire, mais ça, c'est n'importe quoi, en fait. Voilà. Et ça, je vais pas te dire parce que c'est vraiment n'importe quoi. Donc, et d'ailleurs, toute la défiance autour des médias vient de là. Et on va en parler. Je voudrais que vraiment c'est la grosse première partie de l'émission. Merci Alexis Poulain d'être là avec moi sur la chaîne Putsch Live, multidiffusée sur YouTube, bien entendu, Facebook, Twitch et Twitter.
une question qui vient comme ça, quand tu vois Jean Castex sur Twitch avec Samuel Etienne, est-ce que c'est la place de Jean Castex d'aller sur Twitch? Et puis on voit qu'il n'est pas du tout rodé l'exercice. Hein. C'est un peu comme Fickencross sur CNews quand Pascal Pro lui dit on est à l'antenne. Hein. C'était génial. Ah, on a l'antenne là. Ah merde. Et Pro, tu le regardais, je pense qu'il pensait qu'il faisait un AVC, quoi. C'était dingue. Et ben ouais, en fait, le problème aujourd'hui des élus, du personnel politique, des ministres, de tous, c'est qu'ils sont aux abois, quoi. Ils essayent de gratter partout de l'audience. Et comme la télé, on en a fait le tour, et puis l'audience est de plus en plus limitée, ils ont compris que les réseaux sociaux, c'était formidable. Alors, Macron invite McFly et Carlito à l'Élysée pour faire des pitreries, en disant, tiens, je vais parler aux jeunes, je vais faire le mec cool. Tout ça est scripté, il y a un budget monstrueux, c'est prévu longtemps à l'avance, voilà. Et puis, on fait des faux paris pour dire, ah là là, j'ai perdu, donc du coup, tu vas aller dans un mirage de la patrouille de France, tu te rends compte? Ah là, c'est tellement improvisé, c'est dingue. Et puis, Jean Castex, mais comme Marlène Schiappa, comme Gabriel Attal, qui fait lui aussi des streams avec plein de youtubeurs. L'idée est simple, c'est que en faisant ça, on évite les journalistes. Alors déjà qu'il n'y en a pas beaucoup, mais alors quand en plus tu fais appel à des influenceurs, et j'ai une tribune qui est sortie dans un journal qui s'appelle Le Drench il n'y a pas longtemps, où je critique absolument cette politique de l'influenceur, c'est s'extraire encore du journalisme, c'est s'extraire de la question qui fâche, c'est être absolument sûr que tout ce que vous faites en tant que politique est un message de propagande. Il n'y a plus du tout, même pas d'information. On est dans la propagande old school, vraiment, c'en est caricatural. Et Castex sur Twitch, c'est caricatural, évidemment. Macron qui invite McFly et Carlito, c'est caricatural, mais ça passe avec une déférence encore du commentaire en disant « Ah oui, mais ils utilisent tout ce qui est à leur service ». Non, c'est de la propagande, il faut appeler ça comme tel. Et c'est pas mal, ça a été écrit dans les années 20 par Bernays, qui est un auteur formidable, qui a écrit Propaganda. Je le fais lire à tous mes élèves en début d'année, parce que dans ce livre qui date des années 20, vous avez absolument tout ce qui fait aujourd'hui les grosses ficelles de ce qu'on appelle la communication politique. Mais en réalité, c'est de la propagande et ça n'a pas bougé d'un iota depuis les années 20. On fait appel à des influenceurs, on va aller dans des salles pour avoir des mecs qui font la clap. Alors, c'est pas du tout les mêmes outils, mais c'est les mêmes ressorts pour appuyer là où il faut dans les cerveaux des gens pour dire « Ah, mais oui, il est cool, lui, tiens, je vais voter pour lui ». Et c'est uniquement à ça que ça sert, parce que la politique, qu'on le veuille ou non, particulièrement une élection présidentielle, ça joue dans les cours de récré. Et vous demandez aux gamins de CM2, par exemple, qui sont encore pas vraiment politisés, de citer un ou deux politiques. Et ils vont vous citer les deux politiques qui sont rabâchés tous les jours par les sondages, tous les jours. Et donc aujourd'hui, vous allez dans une cour de CM2, vous dites, alors tu connais qui, quoi, toi, comme un politique? Ils vont dire Macron. Et puis ils vont dire, ah bah, et puis Le Pen. Et puis il y en a peut-être qui vont dire, ah puis Sarkozy aussi, parce qu'on en parle beaucoup aussi. Et ça, c'est comme ça que ça se joue. C'est-à-dire que c'est un rabâchage systématique, on traite des adultes comme des enfants, et à la fin, ils se souviennent que de 2 marques de lessive. Voilà, alors qu'il y a beaucoup plus de marques de lessive. Il y a des lessives bio, il y a des lessives qui lavent pas, il y a tout ce que tu veux. Mais là, c'est vraiment du matraquage commercial. Et c'est plus du tout de la... Alexis, ça marche de moins en moins, on le voit. Hier soir, nous avons commenté ensemble sur RT France. Oui. Tu vois, l'abstention, les gens commencent à voir les ficelles, non, d'après toi? Enfin, à un moment donné, les gens commencent à sentir qu'on est vraiment pour les imbéciles. Alors oui, il y a un vrai problème, gravissime. C'est-à-dire que là, on a une classe élue qui s'auto-appelle les élites, qui veut faire de la démocratie sans le peuple. C'est le rêve. Ça, c'est absolument formidable. C'est des gens qui vont te dire, par exemple, que si les Français votent pas beaucoup, s'il y a un fort taux d'abstention, c'est que ça va bien dans le pays. C'est que les Français n'ont pas besoin de voter. Donc, ça les arrange. Et puis, en parallèle avec cette politique de l'influenceur, on organise l'idiocratie, c'est-à-dire on organise une dépolitisation du peuple, justement. En faire en sorte que les jeunes générations ne s'intéressent pas à la politique. C'est chiant, c'est pas ton truc, mais non, ce qu'il faut, c'est faire de l'argent, faire ce qui te plaît, sois libre, oublie. La politique, c'est une chose d'adulte, c'est austère, etc. Et puis, la politique, non, c'est le pouvoir. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Mais exactement ce qu'on fait à l'échelle d'un pays, c'est-à-dire qu'on enlève la souveraineté du peuple. Et donc, à partir du moment où le peuple est apolitique, où c'est une masse informe qui vote en tapant 1 sur son téléphone, en tapant 2, en regardant Koh-Lanta, en disant « Tiens, ben, je vais voir sur l'épreuve des poteaux qui va y arriver », ça y est, on a gagné. Enfin, on a gagné les élites qui autoproclamés ont gagné et non plus à faire face au suffrage populaire. Donc, ils peuvent faire absolument n'importe quoi. Et qu'est-ce qui reste au peuple s'il n'y a pas le vote? Et c'est bien le problème, je pense, la limite dans l'abstentionnisme choisi, l'abstentionnisme politique, le fait de dire « je refuse ce système dont je ne vais pas voter », certes, mais ce système, il ne va pas se réformer de l'intérieur parce que vous avez des gens qui, après, viennent en plateau et qui disent
ah bah si les gens votent pas, bah on va mettre le vote par correspondance, puis on va mettre le vote électronique, puis on va rendre le vote obligatoire. C'est pas le problème, c'est pas la classe politique que vous pouvez plus encadrer parce que certains sont corrompus, parce que c'est des menteurs, parce que bon ça tourne en rond et que droite ou gauche ils font la même politique depuis 40 ans. Pour eux c'est pas ça le problème. Pour eux, le problème, c'est vous qui ne votez pas. Et donc, il va falloir rendre le vote obligatoire, le faire électronique, ce que vous voulez, mais le système ne se remettra pas en cause de l'intérieur. Et donc, l'abstentionnisme politique, il est limité par ça. Et puis ensuite, un peuple qui devient apolitique, c'est un peuple eh bien, qui n'est plus réfractaire. C'est un peuple qui ne va plus descendre dans la rue, qui va dire, et d'ailleurs, tout est fait pour éviter. Hein. Vous avez vu la violence d'État, la répression qui s'est déchaînée sur les Gilets jaunes, elle n'avait qu'un but, faire peur. C'était sidéré et dire si jamais vous descendez manifester, vous allez prendre cher. Et qu'est-ce qui se passe quand les jeunes sortent parce que enfin on dit ah le Covid, bon allez faire un peu la fête. Dès que la fête se fait hors cadre, c'est-à-dire quand vous n'êtes pas dans la cour de l'Élysée à écouter Jean-Michel Jarre, mais c'est une pluie de feu et de grenades qui s'abat sur vous pour vous empêcher de faire la fête. C'est mais en même temps, Emmanuel Macron, il a commandé 170 000 balles de LBD, je crois, il y a pas longtemps. Tu comprends, il a un stock assez important dans les fourgons derrière. Il faut bien les utiliser, mais c'est vrai que pour être plus sérieux, ce qu'on a vu ces derniers jours sur la répression des jeunes qui se réunissent, très sincèrement, en plus, je crois qu'il y a une levée des restrictions sanitaires, il n'y a plus de couvre-feu, et là, on comprend très mal à un moment donné où la légitimité de la violence se met en place. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre. Vraiment. Mais il n'y a aucune légitimité. Ce qui s'est passé à Redon est une honte. Alors, le préfet défend que c'était un champ privé et qu'il fallait protéger les riverains, mais un jeune a perdu une main encore. Et il faut voir, quand les populations sont allées manifester devant la préfecture de Redon, ils avaient ramené toutes les douilles de LBD et de grenades, mais la place était couverte. C'est-à-dire que la réponse, c'est une réponse militaire. C'est une réponse de répression terrible. On est en France et on a l'impression là que faire la fête est quelque chose d'interdit, de mal. Quand vous fêtez la victoire de l'équipe de France, à partir de minuit sur les Champs-Élysées, vous avez là des flics, en plus qui sont maintenant systématiquement déguisés en Robocop, qui arrivent pour tabasser, pour empêcher qu'il y ait le moindre débordement. Mais c'est même plus de la sécurité. Le rôle de la police, c'est quoi? C'est d'assurer la sécurité des populations. C'est pas de les réprimer. Mais le glissement s'est fait de manière normale avec des préfets, comme le préfet allemand, qui est là, lui, pour réprimer, qui est là, lui, pour empêcher qu'il y ait une contestation populaire dans la rue, parce que c'est tout ce qui reste finalement. Donc, entre l'abstention et l'absence de réaction dans la rue, plus la répression d'État qui atteint des niveaux de violence phénoménales. La Colombie, par exemple, on en parle très peu en France. La Colombie, le président, c'est Duque, c'est un centriste modéré qui a été élu. Alors, il est plutôt de droite, voire d'extrême droite, mais c'est un centriste, réformateur. Son but, c'est quoi? C'est de réformer les retraites, foutre en l'air la sécurité sociale et croître les inégalités. Quand les Colombiens vont dans la rue, ils se font tuer à balles réelles cette fois-ci. Et ils disparaissent dans les prisons du régime. Et on n'en parle pas parce qu'on est un peu gêné, tu vois. Et là, les États-Unis ne condamnent pas, l'Union européenne ne condamne pas. Par contre, oui, mais parce qu'il y a le FMI derrière, Alexis, tu le sais mieux que moi. Il y a le FMI derrière qui est là, qui pousse pour essayer de faire des réformes structurelles. Le FMI, l'école de Chicago, enfin toute une doxa idéologique dangereuse qui est là pour creuser les inégalités, faire en sorte que la guerre civile soit l'ultime guerre des pauvres finalement, puisque ceux-là vont s'entretuer entre eux en laissant tranquillement l'oligarchie prospérer. Et là, on n'en parle pas. Et tu te rends compte que l'Union européenne ne condamne pas ça. Par contre, Chavez fait un dixième de ça, c'est fini. Enfin, tu vois, enfin Chavez, je dis Chavez, mais c'est Maduro. Mais je veux dire, si jamais c'était un gouvernement de gauche qui faisait ça, alors là, on parlerait de dictature sanguinaire, de ce que tu veux. Mais comme c'est Duque, on parle pas de la Colombie, on fait comme si ça n'existait pas. Alors, on va avancer parce que déjà, on parle et tant mieux. Merci d'être sur Putsch Live ce soir pour ce mardi 29 juin. On va parler CNews, cher Alexis, parce que tu en veux à CNews. Alors, CNews, c'est le phénomène CNews, Éric Zemmour, Pascal Praud, l'heure des pros, les attaques en règle contre la chaîne, Pascal Praud qui se défend. Mais toi, tu étais invité sur CNews assez régulièrement et un jour, Alexis Poulain, ton numéro de téléphone a disparu et tu as disparu aussi du plateau CNews et on sait que tu étais un peu chafouin. Mais pourquoi tu as disparu de CNews, Alexis? En fait, j'allais souvent sur CNews. J'ai fait l'heure des pros, j'ai fait Punchline, j'étais souvent invité. Tout allait bien et puis Éric Zemmour est arrivé. Après la convention de la droite de Marion Maréchal et donc il a eu son contrat, il est arrivé et puis
j'étais en plateau une fois dans Punchline et je parlais des chiffres de la violence terroriste en Allemagne, et il y avait des chiffres de la police allemande qui étaient assez frappants, qui disaient que sur les 10 dernières années, il y avait eu plus de morts suite à des attentats d'extrême droite que des attentats islamistes. Alors là, déjà, bug sur le plateau, quoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous dites? Je dis, c'est les chiffres officiels, voilà. Et je dis, mais attendez, parce que vous avez un ressenti, puis vous avez aussi une parole quand même particulière. Et je dis, mais attention, tout n'est pas, l'islam n'est pas l'alpha et l'oméga de toutes les violences et de tous les maux de cette planète. Vous avez sur cette antenne, et là je balance, un chroniqueur qui a été multicondamné pour incitation à la haine raciste, et ça ne vous pose pas de problème. Et là, le présentateur a l'oreillette qui chauffe et qui me dit, non, mais l'émission n'est pas sur Éric Zemmour et tout. Non, mais je dis, oui, mais il a une parole officielle, et lui, il n'est jamais remis en place. Et c'est vrai que son émission de Face à l'info avec Christine Kelly, c'est un prêche, c'est-à-dire que quotidiennement, il n'a personne en face de lui. Et donc, il déroule sa pensée, sa parole avec des gens qui sont globalement d'accord avec lui, que ce soit Michel Onfray, Manuel Valls ou BHL. Ils sont tous d'accord, finalement. Hein. Ils font semblant d'être en désaccord, mais c'est un peu cette démocratie droite-gauche qu'on connaît. Une question intéressante. Tu trouves qu'il y a des connivences, toi, des passerelles entre BHL, par exemple, et Zemmour, ou pas, là-dessus? Parce qu'on pourrait, à première vue, dire qu'ils sont absolument opposés. Mais non, ils ne sont pas absolument opposés. L'un comme l'autre défendent une politique de colonisation d'extrême droite israélienne. Il n'y a aucun problème. Là, les deux sont tout à fait raccords. Et puis après, ils ne vont pas être d'accord sur certaines choses, parce que BHL, lui, bien sûr, représente cette mondialisation. Mais il y a des points d'ancrage où ils sont tout à fait d'accord, et ça ne pose aucun problème. Je ne crois pas que l'un comme l'autre ait dénoncé les violences d'État sur les Gilets jaunes, par exemple. Je les ai pas entendus. Et c'est pour ça, oui, effectivement. Mais c'est pour ça aussi, voilà, que la chaîne, t'as mis au placard, t'as laissé. Oui, alors, en fait, pour finir l'histoire. Ouais. Pour finir l'histoire, donc je sors du plateau, je reçois un SMS du programmateur qui me dit, c'est pas sympa ce que tu as dit sur Éric. Et je dis, j'ai rien dit, j'ai rappelé qu'il était multicondamné. Il fait, ouais, non, mais on dirait, tu l'aimes pas. Je lui dis, non, mais j'ai dit, c'est pas que je l'aime pas, je rappelle des faits. Ensuite, il a toute liberté de parole, et moi aussi. Et il dit, ouais, n'oublie pas qu'il te paye. Voilà, ça a été ça l'échange. Et puis suite à ça, j'ai dit, écoute, très bien, mais moi je suis tout à fait prêt à venir débattre en plateau avec Éric Zemmour, que je trouve par ailleurs intéressant dans sa pensée, même si je suis pas d'accord avec lui. J'ai jamais dit autre chose que ça. Et puis finalement, silence radio, je dis, tu m'invites plus aux soirées, tu m'invites plus. Et voilà, et ils m'ont plus invité. D'accord. Voilà. Donc, alors, quand j'ai vu la campagne de pub de CNews en disant, ici on débat, toutes les opinions sont les bienvenues. Elle est très récente, sur nos attaques. Voilà. Ouais, mais stop, ça va. Non, on débat entre amis, on débat pas vraiment. Donc, et tu comprends le succès de CNews, Alexis, finalement. Il y a une question, et la deuxième question que je vais te poser, c'est qu'on voit quand même qu'il y a une, je veux dire, sur les médias, il y a une radicalisation, ça devient de plus en plus violent entre les médias eux-mêmes, entre le pôle, on va dire, conservateur, ce que j'appelle conservateur, souverainiste. Voilà. Et puis ce pôle plus mainstream, parce que quand on voit le service public défendre l'Union européenne, notamment sur les sujets qu'on connaît bien tous les deux, on voit quand même qu'à un moment donné, il y a une violence qui s'établit, qui a toujours été là, mais qui aujourd'hui atteint à mon sens, qui atteint des sommets, aujourd'hui. Oui, parce qu'en réalité, le succès de CNews, c'est quoi? C'est qu'ils sont passés d'une chaîne d'information à une chaîne d'opinion. Et donc, ils ont choisi le format du débat. Alors, certes, comme je te dis, c'est un débat pipé puisque tout le monde est d'accord, mais au moins, ils prennent des thèmes et ils les rabâchent, et sous un angle un peu cash, un peu clash, qui fait que ça fonctionne parce que sur le plateau, on va avoir des outrances, ça va pouvoir partir dans les tours, et donc ça fonctionne avec des invités qui ont quand même un corpus intellectuel qui fait qu'ils peuvent balancer des trucs. Même Pascal Praud, il joue à l'idiot, il n'est pas idiot du tout, Pascal Praud, mais par contre, il va prendre un angle qui fait que tu vas te dire, ah bah ouais, mais voilà, moi par exemple, et hop, ça déroule. Mais le problème, c'est que CNews, dans son cahier des charges, c'est une chaîne d'information, et il n'est pas écrit que ça doit devenir une chaîne d'opinion. Et le CSA ne peut rien faire finalement. Il fait quoi? Des rappels à l'ordre, il faut payer 30 000 balles par-ci, par-là, parce que Zemmour a encore fait un dérapage le soir, ou parce que mais on s'en fout. Par contre, en termes d'audience, c'est un carton. Parce que les gens se disent, ah bah là au moins il se passe quelque chose. J'allume ma télé et il se passe quelque chose. Sur LCI, tout le monde dort. Sur BFM, c'est tout le temps la même chose, toutes les heures. Là, sur CNews, c'est un plateau, c'est tout le temps différent. Alors on parle à peu près tout le temps des mêmes choses, mais il se passe quelque chose. Et donc, du point de vue de Bolloré, c'est très malin. Lui, il a fait le pari de l'audience, c'est-à-dire il a dit, écoute, je m'en fous du cahier des charges, je m'en fous du CSA. Par contre, je sais que si je mets du clash, si je mets Zemmour, et si j'appuie sur le bouton, on pousse la réaction encore plus loin, tu vas voir, ça va marcher. Et évidemment que ça marche, puisqu'il n'y avait aucune chaîne qui faisait ça. Et comme tu le dis, face à une chaîne privée comme CNews, vous avez un service public où, alors c'est des Belges qui font de l'humour, parce que si jamais c'était des Français, ils auraient peut-être des problèmes avec le fisc, je ne sais pas. Donc
donc on est allé chercher Charline Vanhoenacker, comme ça, elle peut faire des vannes gentilles et elle est belge, donc elle a tous les droits. Et puis sinon, c'est la matinale, enfin, c'est les grandes matinales de Salamé et de Morand, par exemple, qui invitent des ministres sans jamais poser des questions qui fâchent. C'est un côté, mais bien sûr, c'est un côté lisse aussi également. Avec derrière. Il y a un petit côté propagandiste, parce que sur l'Union européenne, j'en reparle, mais sur l'Union européenne, on voit très bien qu'à un moment donné, il y a une ligne directrice, une idéologie qui emprunte la radio, qui fait que si tu es pas pour, ou même les gilets jaunes, ça a été très dur contre les gilets jaunes aussi, on se voit bien qu'il y a, on est dans un entre-soi, une endogamie, qui, à mon sens, devient de plus en plus violent aussi, et de plus en plus désobligeante pour la grande masse des Français périphériques moyens que je suis. Disons que ces deux mondes qui s'ignorent, enfin c'était déjà le cas entre le service public et le service privé, tout le monde se regardait un peu de haut, à l'époque d'Europe 1 c'était la même chose. Là c'est encore plus violent parce que derrière arrive l'idéologie politique, c'est-à-dire que les masques tombent un peu et tu dis mais attendez c'est bidon là l'histoire du journalisme objectif, vous êtes tous plutôt sociodémocrates ou alors vous êtes plutôt à droite bien réac ou machin et puis vous l'assumez maintenant. Alors là les masques tombent et comme on l'assume, bon bah ça sort, c'est plus à fleur et moucheté, quoi, ça sort le sabre. Mais moi, je trouve ça sain. J'ai rien contre les médias d'opinion à partir du moment où ils s'affirment, ils s'assument comme un média d'opinion. Regardez, Valeurs Actuelles, c'est pareil, c'est un succès d'audience également parce qu'ils ont fait ce choix-là, clairement. Et ils ont dit, voilà, nous, on sera ce média-là, et si ça vous plaît pas, bah, vous n'êtes pas obligé d'acheter, mais on le fait. Et c'est un peu, c'était le pari de la presse hebdomadaire en général. Hein. L'Obs, c'était la même chose sur le côté SOCDEM, outil du PS, etc. Mais ça a un peu perdu. Et là, on retrouve ça avec des médias audiovisuels, radio-télé. Donc, c'est nouveau parce que radio-télé, ça n'a jamais été le cas. Donc, c'est très nouveau, effectivement, ce virage. Et c'est exactement ce qui s'est passé aux États-Unis avec l'achat de Fox News et la transformation de Fox News en chaîne politique. Et Bolloré sait très bien ce qu'il fait. Il va faire de CNews une chaîne politique et d'Europe 1 une radio politique. Et là, les autres sont démunis parce qu'ils sont obligés de s'assumer comme politique eux-mêmes et de dire, bah oui, on n'est pas d'accord, donc on fait aussi de la politique à l'antenne et c'est comme ça. Et ça remet en jeu tout le paysage audiovisuel français. Je voulais revenir là-dessus et après on parlera bien entendu de ta pièce dans L'homme qui tua Muammar Kadhafi qui sera joué au Festival d'Avignon à partir du 7 juillet. Vous avez le lien en bas et on va en parler longuement avec Alexis Poulain qui me fait l'amitié d'être là ce soir. Dernière question sur les médias, Alexis. CNews, tu disais effectivement que les gens y vont parce qu'il se passe toujours quelque chose. Mais finalement, il n'y a pas aussi une partie des gens qui y va parce qu'il y a des voix qui sont exprimées sur CNews qu'ils n'entendent pas dans les autres médias. Et d'ailleurs, sortons un peu du cas de sécurité migration, parlons de la crise sanitaire. Quand un Ruffol, il va en Ruffol, il envoie énormément de choses sur la crise sanitaire. Et il dit des choses, il serait interdit d'antenne sur BFM, LCI, ou du moins il serait pas invité pour ces propos-là, ni sur le service public. Donc il y a aussi quand même une voix, des idées qui sont exprimées là-bas, qui mettent les Français en face. Absolument, il y a des voix, et c'est pour ça que je dis qu'ils y vont, parce qu'il se passe quelque chose, c'est dans ce cadre-là, où tu sais que les intervenants vont avoir des choses à dire. Et Yvan Ruffol fait partie de cela, c'est quelqu'un d'extrêmement structuré, qui a aussi un parcours, qui réfléchit à ce qui se passe et qui a vu les Gilets jaunes pour ce qu'ils étaient, c'est-à-dire une vraie révolte profonde. C'est le seul que j'ai vu dans les manifs, enfin je l'ai croisé en manif. Ouais, plusieurs fois je l'ai vu dans les manifs, Ruffol, d'ailleurs, voilà. Mais voilà. Cette question-là, oui. Et donc, il est là. Mais attention, Ruffol parle sur le plateau de Pro, il se fait remettre en place souvent. Et Pascal Praud, qui est le présentateur vedette, lui, il est reçu à Matignon pour déjeuner avec la responsable com de Castex. Castex vient le voir. Il est reçu à dîner à l'Élysée avec Bruno Roger-Petit, qui est le conseiller aussi d'Emmanuel Macron. Donc, il fait partie d'un rouage qui est le cirque politico-médiatique. Donc, on lui dit quelles sont les lignes rouges. À un moment, Pascal Praud, d'ailleurs, les gens comprenaient plus, ils disaient « Ah, mais je comprends pas, il a changé, Pascal Praud. » Et c'était les 15 jours après avoir rencontré Castex, tu vois. Donc, on lui avait dit. Avec l'arrivée des ministres. Tu l'as vu comment, toi, l'arrivée de plusieurs ministres qui sont venus sur le plateau, Gabriel Attal, Bruno Le Maire. Il y a que Olivier Véran qui est pas allé, je crois, et Dupond-Moretti. Mais les autres, certains y sont allés. Oui, sur le plateau de Face à l'info, il y a eu Marlène Schiappa aussi, je crois. Même sur l'Air des Pros. Tant mieux qu'il le fasse, encore une fois. Et c'est pour ça que je dis que ça fait partie du rouage politico-médiatique, c'est-à-dire qu'il les invite et qu'il ne les maltraite pas trop non plus. Et donc, on peut y aller parce que ça reste quand même tout à fait acceptable et on est bien. Et Marlène Schiappa est toujours très bien reçue sur les chaînes du groupe Bolloré, donc elle y va avec plaisir, tout comme Attal qui a l'habitude de cet exercice. Les ministres qui n'y vont pas sont des ministres
politisés ou qui ont une certaine idée de la politique ou qui sont mal à l'aise avec l'exercice et qui ont déjà du mal face à une matinale de France Inter. Donc, si tu les mets effectivement sur un plateau comme ça, ils sont en miettes, quoi. Mais donc, pour moi, c'est une bonne chose. La seule limite que je trouve à ça, c'est que, attention, je trouve que le débat est faussé parce que Éric Zemmour choisit ses invités, voilà, pour que finalement ça se passe bien. Alors, dernière question qui prolonge cette réflexion-là. Y a-t-il des choses aujourd'hui sur les plateaux télé qu'on ne peut plus dire au risque d'être viré ou ne plus invité, du moins? Oui, il y en a plein. Il y en a plein. On en avait parlé lors d'un entretien sur Putsch, mais évidemment qu'il y a beaucoup de choses qui sont des lignes rouges et c'est souvent sur la géopolitique. Si vous parlez d'influence étrangère, si vous parlez d'ingérence, si vous parlez aussi de corruption, ça on n'aime pas beaucoup quand on commence à parler de l'argent du Qatar, par exemple. Ou les ventes d'armes françaises et les rétrocommissions. Il y en a encore beaucoup, ça continue. Et c'est des affaires qui pourtant sortent dans la presse, hein, avec la presse d'enquête, que ce soit l'ICIJ ou d'autres collectifs internationaux, mais qui sont très peu repris au niveau national, qui sont enterrés rapidement. Alors, c'est-à-dire que ça fait pas la une, ça fait un petit entrefilet, ça fait un machin, c'est dans la presse spécialisée, puis on passe à autre chose parce qu'il faudrait surtout pas en parler. Mais c'est pas nouveau. Le problème, c'est que ça devient industriel. Les cas de conflit d'intérêts, pardon, se sont multipliés par 100 avec ce gouvernement de la République en marche. Tu as l'impression qu'il n'y a pas un membre du gouvernement qui n'a pas 4 conflits d'intérêts derrière lui, et tout ça, bien sûr, enterré gentiment en disant oui, mais il y a prescription, on passe à autre chose, vous savez, c'est pas grave. Or, il faudrait le rappeler systématiquement. François Bayrou, par exemple, a les mêmes casseroles aux fesses que Marine Le Pen avec le Parlement européen. Il a exactement les mêmes charges pour avoir utilisé ses assistants parlementaires à des fins personnelles pour son parti. Est-ce qu'on en a parlé beaucoup de François Bayrou? Non, il est commissaire au plan, il est partout, il était invité encore récemment, je sais pas où. Par contre, Marine Le Pen, elle a eu une semaine où c'était les gros titres. Oh là là, quelle escroquerie, le FN. Et puis, je dis, mais attendez, et pourquoi on n'a pas le même titre sur le MoDem, sur le cas François Bayrou, qui a fait la même chose à la même époque au Parlement européen et qui maintenant, parce qu'il est proche d'Emmanuel Macron et qu'il est commissaire au plan, il serait intouchable. Mais qu'est-ce que c'est ce truc, quoi? Donc, il y a une vraie omerta. Organisé, je pense, volontaire parce que voilà, ça remettrait peut-être trop de choses en cause et puis voilà, des sujets comme je te dis qui sont ultra sensibles. Enfin, moi aussi j'ai commencé à parler du Covid. Alors quand tu parles du Covid, mon Dieu, quand tu commences à dire à l'époque, moi j'étais vent debout contre les masques en disant mais c'est n'importe quoi les masques en extérieur quand tu es tout seul sur la plage, les amendes qu'on mettait aux pauvres gars qui étaient là en train de faire l'apéro sur la plage pendant que derrière ça se gobergeait chez Chalençon. Je dis mais on est où? Et personne pour gueuler plus que ça, quoi. Et puis ensuite, tu lèves des lots, tu dis, mais attendez, je suis peut-être pas un journaliste scientifique, mais quand même, quand je regarde les chiffres, ce qu'a fait après Ruquier, hein, c'est devenu un peu mainstream, où les mecs, en regardant les chiffres, ils disent, mais pourquoi on fait un raout pareil pour un virus, certes létal, mais quand même, on n'est pas sur un cas de fièvre jaune ou Ebola. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce virus? D'où il vient? Quand j'étais, et toi aussi, on parlait très tôt de Wuhan, du labo P3, P4, en disant c'est quand même marrant que ça vienne exactement du coin. Et puis alors on accuse le marché aux poissons à côté, mais attendez, c'est bizarre quand même. À l'époque, tu disais ça, alors que déjà le New York Times en parlait, que la presse non conspirationniste en parlait, mais en France, il fallait pas en parler. C'est ça qui est terrible, c'est que je trouve qu'il y a une peur, une lâcheté, une certaine médiocrité aussi dans la façon d'aborder le journalisme en France qui évite de parler des sujets qui fâchent en disant mais c'est ça notre boulot de journaliste, c'est d'aller là où ça fâche. Alexis, nous on a publié sur Putsch Media les excuses du rédacteur en chef de Bild. C'est quand même le plus gros canard allemand. Plus gros canard allemand. Et quand j'ai vu l'info sur Twitter, je me suis dit, bon, on va faire quand même gaffe, on va vérifier l'info. Je suis allé vérifier l'info pour te dire comment on est intellectuellement programmé maintenant pour se dire, finalement, tout peut être entaché de complotisme. Non, mais alors, je me suis dit, c'est pas possible, c'est tellement énorme que personne n'en parle en France et que ça doit être un gros fake pour parler de fausses nouvelles. Et je suis allé, j'ai appelé des contacts à moi en Allemagne pour savoir si c'était vrai. On m'a confirmé et je suis allé tout bêtement après sur la chaîne YouTube de Bild, où il y a la vidéo, d'ailleurs on l'a balancée sur Putsch Media, vous pouvez la voir, et où le rédacteur en chef s'excuse du traitement qui a été fait, que finalement le Bild s'excuse d'avoir servi la propagande du gouvernement allemand, notamment sur le traitement des adolescents. Ça porte sur le traitement des adolescents, mais alors en France, il n'y a pas eu, ça a été un silence radio absolument
effrayant et c'est une faute professionnelle majeure, collective des grands médias mainstream qui n'ont pas fait leur boulot, qui n'ont pas voulu le faire aussi. Attends, il faut voir le degré de collusion aussi. Quand je fais ma revue de presse tous les matins, je vois les pages de pub qu'il y a dans les médias de milliardaires. Facebook s'achète des pages entières pour dire qu'il lutte contre la désinformation sur le Covid avec l'aide du gouvernement français. Ensuite, tu vas sur Facebook et là, tu as des trucs marqués Covid, attention, informez-vous, machin. Et là, tu as les décodeurs, donc tu as les chasseurs de fake news qui sont les médias, des milliardaires les mêmes, donc Désintox du Monde, Libé, qui sont payés par Facebook pour aller chercher ce qu'est de la fake news, selon eux. Donc parfois, c'est pas de la fake news, c'est juste que l'algorithme va dire, par exemple, Facebook, tu n'avais pas le droit de dire à un moment que le virus avait pu être créé par l'homme. Ça, c'était interdit. Tu étais viré tout de suite. Bon, ils sont revenus dessus il y a un mois. Voilà. Tu n'avais pas le droit de le dire. Donc, c'est-à-dire que ce réseau social, c'est une honte. Ils travaillent avec les médias mainstream français. Ils les payent pour faire du fact-checking. Eux-mêmes reprennent de la pub de Facebook dans leur page. Et le gouvernement travaille avec Facebook et avec les autres GAFAM. Mais on se rappelle tous du déjeuner d'Emmanuel Macron et de Mark Zuckerberg et de Marlène Schiappa qui étaient très fiers de dire qu'ils ouvraient le capot de l'algorithme pour voir comment ils allaient censurer. Et puis on a vu ensuite le nombre de pages satiriques ou de pages de Gilets jaunes qui ont été purement et simplement censurées. La page de Marion Maréchal. Même massacré en termes d'audience, Alexis. Ça nous est arrivé à tous les médias. De 1,5 million, on est passé à 123 000 en 10 jours. Voilà, donc c'est du shadow ban. Ils l'ont fait à des personnalités politiques. C'était le cas de Marion Maréchal qui l'a dit aussi, que sa page avait été sabotée par Facebook. Et c'est après, tout ça s'est passé après la façon dont Trump a été traité par les GAFAM, soi-disant avec le Capitole qui a été, oh là là, mon Dieu, une attaque grave dans la démocratie. C'était surtout un énorme prétexte pour faire de la censure politique. Et cette censure politique, nous, on l'a en France, pareillement. Alors plus douce parce qu'on n'a pas eu encore tout ça, mais c'est du shadow ban. Donc c'est-à-dire que tu as l'impression qu'il n'y en a pas, mais elle existe réellement. Les GAFAM sont incontactables et s'en gardent bien. Parfois, ça se voit parce que l'algorithme fait des grosses conneries. Donc, des fois, tu vois, ils censurent la page de l'Office du tourisme d'un bled en Bretagne parce qu'ils avaient mis des croix celtiques, tu sais. Et Facebook a dit ça ne correspond pas aux standards dans les communautés. Mais attends, c'est le cimetière à côté, c'est un site touristique, connard. Donc voilà, donc on est vraiment là-dedans. Donc il se calme, mais sinon, ce moment, moi je trouve que ce qui est terrible, et là où il faut tenir bon en tant que journaliste et en tant que média indépendant, c'est qu'on a affaire à la fois à un pôle de propagande énorme et un pôle de censure énorme. Et il faut, entre les écueils, faire du journalisme. C'est-à-dire quoi ? Informer de manière basée sur des faits et aller chercher l'info, aller chercher où elle est, tu vois, est-ce qu'elle est et pourquoi finalement cette info-là fait pas la une. C'est ça qu'on doit faire aujourd'hui et c'est ça que trop peu font et c'est pour ça qu'on se retrouve dans ce gloubi-boulga où les gens se désintéressent de l'actualité, de la politique et se font globalement manipuler par des vendeurs de lessive. Mais, et là, je lance donc un appel à nos téléspectateurs, ceux qui nous regardent sur YouTube et les réseaux sociaux. Abonnez-vous, allez abonnez-vous au Monde Moderne, suivez la matinale de bien sûr d'Alexis, abonnez-vous payant aussi à droite à gauche, venez chez Putsch aussi, abonnez-vous et abonnez-vous aussi. Voilà, abonnez-vous parce que vous avez une responsabilité. Et là, je m'adresse bien entendu téléspectateurs. Je le dis en permanence sur les plateaux où je suis invité, notamment pour la promo de mon livre. C'est vous qui avez les clés de l'information. C'est vous qui avez les clés de la démocratie. Abonnez-vous. Et nous, vous informerons bien parce que c'est ça aujourd'hui, parce que ça coûte très cher. Et sinon, on va mourir et vous aurez à la place de nos sites respectifs, nos comptes Facebook, des pages blanches ou pas des croix celtiques, mais sûrement des points d'interrogation avec 404 not found. Et ça va être compliqué. Donc, abonnez-vous. Merci en tout cas d'aller voir chez ce que fait Alexis. Et d'ailleurs, on va parler maintenant, parce que le temps avance, mon cher Alexis, on va parler de ta pièce. Parce qu'il est déjà à la 40e minute, on va devoir déborder un peu, mais c'est pas grave. Alors là, la pièce, L'homme qui tua Mouammar Kadhafi, mis en scène par le collectif Super Mama avec lequel tu joues, et tu es aussi dans une interview à bâton rompu avec un ancien officier de renseignement de la DGSE, c'est les renseignements, les services secrets étrangers, enfin du moins qui travaillent à l'étranger pour être très précis. Ouais. Donc c'est à voir au Festival d'Avignon dès le 7 juillet. Alexis, première question, on va en parler de quel est le point de départ de cette pièce? Est-ce que tu peux nous expliquer et nous remettre ça dans le contexte? Oui, alors, donc c'est le collectif Superama qui est à l'origine de la pièce, qui est venu me chercher parce que j'étais journaliste, et ils cherchaient un journaliste, et eux voulaient travailler à la base sur
le monde de l'espionnage, vous levez un peu le voile sur le monde de l'espionnage, comment ça se passe, le vrai du faux, la mise en scène qu'il peut y avoir là-dedans. Et puis ils se sont dit, mais il y a également une mise en scène énorme dans l'actualité, avec la question des fake news, avec la question aussi dont on présente. L'info, c'est un narratif, hein, on vous raconte une histoire. Alors elle peut être vraie comme elle peut être fausse. Le principe de l'info, c'est qu'elle doit être vraie. Et donc dans cette pièce, on a commencé à partir de ce postulat-là, puis on s'est dit, il y a quand même une affaire où tout est là, hein. C'est l'affaire du financement de la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy par l'argent de Mouammar Kadhafi. Parce que dans cette affaire, chaque camp se défend de faire des faux, des vrais, des documents ont été authentifiés, et puis sur les années que ça dure, hein, depuis 2011 après la mort de Kadhafi, puis c'était la première révélation en pleine campagne présidentielle, hein, où ça sort avec Mediapart qui sort la première information, et depuis c'est une affaire qui continue, au-delà de l'affaire Big Malion, de l'affaire des écoutes, etc., et qui est très longue à juger, puisque les juges doivent trouver des témoins, trouver des pièces, et puis il y a des témoins qui ont disparu de manière assez violente, les pièces qui ont été authentifiées, certes, mais pas tout. Donc, on explique un peu cette affaire libyenne qui est compliquée, avec des noms qu'on entend en ce moment, hein. Mimi Marchand, par exemple, Ziad Takieddine, ils sont là depuis toujours à faire des magouilles avec Paris Match en plus. Incroyable. Donc, ça revient vraiment dans ce qu'on disait en première partie sur la façon dont les médias ne font pas leur travail, où c'est des médias de milliardaires, où là, on est en train d'organiser un narratif avec subordination de témoins, avec Mimi Marchand qu'on ne présente plus, hein, qui est la papesse people qui a fait de la tôle et j'en passe. D'ailleurs, je crois qu'elle a été interpellée. Elle a été... Oui, puisque oui, elle est en prison en ce moment, dans le cadre de cette affaire d'ailleurs. Donc c'est une pièce enfin un spectacle documentaire plutôt qu'une pièce. Donc à la fois on le met à jour en fonction de l'actualité, donc en fonction des rétractations de témoins, des arrivées de témoins, des prises de parole de Nicolas Sarkozy, etc. Et puis on répond aux questions du public aussi, c'est-à-dire qu'il y a une partie. Voilà, c'est ce que j'allais te poser. C'est interactif. Les gens posent des questions sur comment ça se passe en fait. Est-ce que alors tu as dit c'est mis à jour, mais vous êtes tous les deux face à face. Tu mets à jour les questions, j'imagine. L'ancien agent des GSE met à jour ses réponses forcément au regard de ce qui se passe. Comment ça se met à jour? Excuse-moi, mais comment ça se met à jour? C'est compliqué quand même dans le texte tout ça. Non, c'est pas très compliqué parce que c'est des petits détails. Nous, on reste quand même sur l'affaire globale telle qu'elle est. Donc, on va parler de rétractation ou bien de la dernière information qui va être médiatique, en disant pour avoir une accroche. Mais globalement, le spectacle reste le même, hein. Sur l'affaire, ça n'a pas changé. Après, ça dépend un peu des questions du public, évidemment. Soit le public va être plus intéressé sur le fonctionnement de la DGSE, sur ce qui s'est passé en Libye, sur l'état de la Libye actuelle aussi. On a eu des chercheurs qui travaillaient sur la Libye qui sont venus nous poser des questions. Alors nous, on n'était pas forcément à la hauteur du coup, donc il fallait se mettre. On leur a parlé après le spectacle. Voilà, ça permet aussi de rencontrer des gens sur ces thématiques. Et puis ça reste un spectacle, donc voilà, il y a un côté quand même de mise en scène important. Et c'est d'ailleurs, donc c'est le collectif Superama et c'est la scène nationale du manège aussi qui nous a aidé à mettre en place. Et on peut aller à Avignon grâce à eux. Et c'est vrai que on a choisi ce thème-là parce que justement, ça parlait autant de la réalité, de l'information, du spectacle, de l'espionnage qui est un monde de faux semblants aussi. Donc, tout ça permettait de mettre ça en place. Et Superama travaille depuis longtemps sur ce rapport à la réalité qu'on peut avoir, hein. Ils ont fait une pièce avant sur les réseaux sociaux, justement, longtemps avant, quand ça commençait un peu de parler des réseaux sociaux. Et donc, voilà, on travaille sur ces thématiques-là et on a eu plusieurs résidences et on a pu, comme ça, écrire les questions, la scène, et surtout l'affaire, essayer de rendre limpide en 1h15 une affaire qui dure des années. C'est court, 1h15. Ouais, c'est très court. Et il faut arriver quand même il y a beaucoup de noms que les gens ne connaissent pas forcément, donc essayer de les caser pour qui ils étaient dans le régime libyen. On connaît plus les Français, mais même pas tous forcément. Certains qui ont été oubliés, mais Alexandre Djouri, c'est aussi incroyable, hein, qui a été plus de 40 chefs d'inculpation d'associations de malfaiteurs, etc. Donc on a affaire quand même à du grand banditisme, hein, quasiment, quand tu vois le truc. Et c'est ce qu'on voulait sortir, en fait. C'est qu'au-delà de l'accusation, il y a un système derrière qui est quand même terrible, c'est celui du financement des campagnes politiques en France, qui est systématiquement dangereux, quoi.
enfin, ou falsifié. La campagne, tu te rappelles, le Conseil constitutionnel, les sages, qui décident, sachant que et Chirac et Balladur avaient menti sur leur campagne, de valider les comptes de campagne alors qu'ils savaient que les comptes étaient faux. C'est un truc scandaleux. Les comptes de campagne, c'est dingue. Emmanuel Macron n'a pas été ennuyé sur ses comptes de campagne, alors qu'il a eu des ristournes qui n'étaient pas possibles d'avoir, qu'il a fait campagne avec de l'argent public en allant à Las Vegas. Enfin, et là, encore une fois, la commission des comptes de campagne, c'est un faux machin qui est là pour faire semblant, tu vois, de regarder, mais qui est surtout là pour emmerder certains candidats par rapport à d'autres. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas les moyens de faire leur travail. Donc à un moment, ils vont décider, tiens, on va ouvrir une boîte. Tiens, on a ouvert la boîte de Jean-Luc Mélenchon, tiens, comme par hasard. Tiens, on va voir ce qui s'est passé. Tu vois, mais ils n'ont pas ouvert la boîte Macron, c'est marrant. Alors qu'il y a le coffre de médailles, il y avait des flingues qui traînaient, il y avait les kilos. Oui, mais le coffre a disparu entre-temps, Alexis. Il y a eu le week-end, et puis le coffre a disparu, et puis on s'est retrouvé qu'il y avait le coffre. Et voilà, et chercher d'où vient tu vois, cet argent, parce que il y a un très bon bouquin de Julien Cagé sur le prix de la démocratie, finalement, où il faudrait que ce soit de l'argent public. Et Bayrou avait une bonne idée, c'était la banque de la République, qui aurait dû être la seule banque qui prêtait aux partis politiques français et qui assurait justement la validité des comptes de campagne. Ça n'aurait pas été con de faire un truc pareil. Évidemment, ça a été mis à la trappe immédiatement. Non mais alors je voulais qu'on en reparle. Moi, c'est la présence de ce ancien officier du renseignement. Comment on arrive à avoir quelqu'un comme ça? Parce que c'est quand même des gens, ce sont des espions. On peut pas faire ça. Mais comment on arrive à avoir quelqu'un sur le plateau comme ça qui répond à des questions? C'est quand même un tour de force de pouvoir avoir quelqu'un comme ça, non? Mais la question, c'est est-ce que c'est vraiment un espion? Oui, bien sûr, c'est la question qui venait après, bien entendu. Parce que c'est la question qui venait après. Parce que non, évidemment. Alors, mais sans gâcher tout, il a une partie de vie qui fait partie de ça, mais pas que. Mais je veux pas gâcher la pièce. Faut venir la voir. Mais toute la question, évidemment, qui peut être là, c'est ouais, mais après tout. Et puis après, dans ce qu'on raconte, tous les faits sont avérés en réalité. Il y a rien qui est inventé. Donc c'est là où la pièce joue avec le réel. C'est un docu, en fait, c'est un documentaire, Alexis. Il n'y a pas de la fiction dedans. On est d'accord dans cette pièce. Il n'y a pas de fiction. Il y a de la fiction. C'est de la fiction basée sur du réel, mais c'est un spectacle, donc on reste au théâtre. Donc, mais par contre, tous les faits que je rappelle de l'affaire, les histoires qu'il y a pu avoir, les différentes morts, tout ça est vrai. Et c'est un rappel, en fait, de le côté tentaculaire de cette affaire de financement. Alors, c'est extrêmement intéressant. Vous avez le lien, bien entendu, sous la vidéo. Vous pouvez aller le voir. Alexis, c'est quelle salle? C'est dans l'après-midi à 17h, je crois. C'est où exactement à Avignon pour nos téléspectateurs? À 17h tous les jours, sauf le lundi où il y a relâche. Et c'est le théâtre qui s'appelle le 11, qui était anciennement le Gilgamesh, pour ceux qui connaissent Avignon. Et donc, c'est voilà, une pièce qui dure 1h15. Il n'y a pas besoin de passe sanitaire puisque la jauge... C'est la question que j'allais te poser. Alors, vous avez besoin par contre du passe démocratique pour y aller, mais il n'y a pas de passe sanitaire chez Poulain en tout cas. Non, il n'y a pas de passe sanitaire puisque la jauge ne l'oblige pas. Et c'est le off officiel, donc on est dans le programme du off. Et voilà, et donc si vous venez à Avignon, n'hésitez pas à me faire un coucou puisqu'on va jouer tous les soirs, donc il y aura de quoi faire. Et c'est vrai que comme c'est une pièce en plus interactive, ça peut être marrant. Si vous avez des questions sur la Libye. Et toutes les questions, en revanche, sont vraies, sont celles du public et on y répond avec nos connaissances du dossier libyen et de ce qui a pu se passer. Voilà. Bon, donc allez-y, vous pouvez aller immédiatement réserver sous le lien en bas de la vidéo là. Le 11avignon.com. Vous avez tout. Voilà, on est déjà le 29 juin, donc ne tardez pas, préparez votre déplacement. Et vous verrez, Avignon, c'est quand même sympa. La culture est de retour. On va essayer de la préserver le temps avant alors, un petit mot. Et après, on finira avec Macron, la démocratie. Mais un petit mot on en a un peu parlé, mais du variant Delta indien. À ton avis, ça reconfine, ça resserre, ça réembarque, ça réencage en septembre, Alexis Poulain? C'est le journal suisse, Le Temps, qui a eu un excellent titre, qui a dit on va avoir un été indien. Et je pense que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que on va faire comme si de rien n'était, ça va être super. Et puis l'été indien, c'est quand l'été se prolonge, tu vois. Et là, on va nous dire en septembre-octobre, ah ben mince, il y a le Delta partout, dis donc, qu'est-ce qu'on fait là? Ça remonte dans les urgences et tout. Et puis, comme on a vacciné, mais pas assez, ça va être la faute des non-vaccinés. Alors, il faut savoir que le problème, c'est que même vacciné, tu chopes le Delta. Alors, on t'explique, il y a un article du Guardian qui est exceptionnel,
qui explique que oui, c'est un vaccin efficace, mais pas forcément totalement efficace. Mais bon, on n'en attendait pas plus. Donc c'est bien, donc c'est pas grave. Donc en gros, ça te permet d'avoir le virus, mais d'une manière moins grave que si tu l'avais, ce qui était le cas quand même de 90% de la population. En gros, quand tu chopais le virus, bon bah t'avais une grippe sévère. Mais bon, c'est pas grave. Là, faut vacciner tout le monde. Tu sais pas pourquoi. Alors là, AstraZeneca est en train de travailler sur une nouvelle potion pour le Delta. Pfizer aussi va se dire, bon, nous, ils ont dit qu'ils marchaient, mais tu vois bien qu'en Israël, ça marche pas trop parce qu'ils avaient vacciné tout le monde au Pfizer. Et là, ils referment, ils remettent le masque, ils veulent vacciner les gamins maintenant. En disant, non, s'il y a un problème, c'est parce que les gamins ne sont pas vaccinés. Et je trouve que c'est assez léger, en fait, vu le peu de retour qu'on a par rapport aux plus jeunes, où pourtant, hein, sur la FDA, l'autorité américaine a dit, attention, il y a quand même quelques signes cardiaques assez nombreux pour la vaccination des plus jeunes, donc faites attention. Et je trouve Israël très léger là-dessus, en disant il faut vacciner les plus jeunes. Alors les parents n'étaient pas trop d'accord, hein, mais tu vois que ça commence à faire pression. Alors nous, on n'en est pas là en France, hein, on va faire pression sur les non-vaccinés pour commencer, puis après ça va être ah bah maintenant. Alors l'idée c'est de rendre le test PCR payant, hein, comme ça tu seras obligé de te vacciner pour pouvoir te déplacer. Mais le problème c'est que est-ce que le vaccin va être efficace contre le variant Oméga? Parce que le Delta c'est bien, mais l'Oméga, qu'est-ce qu'on va faire de l'Oméga cet cet hiver en décembre si jamais il y a un Oméga, parce qu'il y aura peut-être juste la grippe, quoi, tu vois. Et tu te dis, mais on est où? Et c'est là où je te dis, c'est cette réalité parallèle qu'on nous vend comme ça, à coup de t'as pas le choix, c'est comme ça. Est assez grave. Et moi, je suis contre le pass sanitaire. Je trouve que c'est une horreur liberticide qui n'a aucune raison d'être, parce qu'on ne peut pas, on peut pas en fait faire attention, sauf si on veut vivre en Chine et être interdit de sortir de chez soi. Parce tu vois bien que ça marche pas. Regarde, ils ont voulu faire ça marche en Chine, bien sûr. À Paris, il n'y avait pas suffisamment de volontaires. Je crois le festival des Vieilles Charrues, il y a 50% de billets non vendus ou invendus parce que les gens ne veulent pas passer sous les fourches du pass sanitaire. Donc on voit bien qu'il y a quand même. Non, mais le pass sanitaire, il est là depuis le 9 juin. J'en ai pas vu un, personne m'en a demandé. Enfin, c'est dingue. En réalité, c'est juste un truc qui existe pour dire que ça existe, pour se border en disant il y a le cadre du droit, mais les gens y croient pas. J'étais au printemps de Bourges, là, le pass sanitaire, il y en a pas. Enfin, les gens font la teuf. Alors, je dis pas que c'est bien, c'est comme ça. Mais à un moment, je crois que les gens ont vraiment ras-le-bol de cette histoire de virus, quoi. Et ça pète de partout. Et je crois pas que parce qu'il y a des teufs, comme on a vu, fête de la musique. Regardez le soir de la fête de la musique, mais le pass sanitaire était mort et enterré. Là, les jeunes étaient tous sur les quais en train de faire la teuf. Les flics ont essayé de les tabasser. Puis à un moment, il y a eu quand même réunion de crise à la préfecture en disant ça foutrait mal de tuer un deuxième jeune à 21 juin. Quoi. Déjà que Steve avait été tué par une charge policière. Mais les mecs sont fous. Enfin, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, c'est fou. Attendre 1h30 du matin pour comprendre qu'il fallait laisser les jeunes faire la fête parce qu'ils n'en peuvent plus. Mais qui sont ces gens? Donc moi, je suis vraiment hors de moi, quoi. Je dis, mais c'est et où sont les parents, où sont les gens? Parce que c'est pas une question de génération, c'est qu'à un moment, merde, allez vous faire foutre, quoi. Maintenant, moi, je suis un peu plus réac que toi, un peu plus conservateur que toi, et même moi, ça m'énerve. Donc c'est pour dire, le truc complètement abrutissant qu'on a vécu là, et même dangereux, voir des gamins à Versailles et tout. Même moi qui suis un peu réac sur les bords, gentiment réac. Ça m'a choqué, très sincèrement. Ça m'a choqué. Mais c'est choquant, c'est-à-dire que tu peux être réac et amoureux des libertés. Ça n'a rien à voir. Là, on n'a pas du tout quelque chose qu'à voir avec les libertés. Enfin, c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'on est en train, à coup de marteau dans le crâne, de vouloir forcer les gens vers un modèle de société dont on ne veut pas. Le pass sanitaire, il faut le rappeler, parce qu'aucun canard en a fait un gros titre. On a un conseil économique, social et environnemental, qui est le lieu où il y a des conventions citoyennes tout le temps, tu vois. C'était à 70% contre le pass sanitaire, les gens du conseil économique, machin. Tu crois que ça aurait été écouté ou relayé, ou on aurait dit « Ah, mais le CESE, qui sert enfin à une chose, tu vois, qui sert à quelque chose, puisqu'il est un organe consultatif, a dit non, on n'en veut pas. » Que font nos chers gouvernants de La République En Marche? Tiens, on va faire un pass sanitaire, c'est une super idée parce que c'est plus sûr, machin. Mais personne n'en veut de ce truc. Et même, je crois qu'à un moment, ça va craquer parce que les flics veulent plus faire ça. Oui, parce que les forces de l'ordre en ont marre. Pour en avoir quelques autres au téléphone, ils veulent plus contrôler ça. En fait, c'est plus leur boulot de faire ça. Mais non, ils ont autre chose à foutre. Mais évidemment, tu te rends compte. Ils disaient, quand ils avaient commencé à ouvrir les terrasses, là, que leur boulot, c'était de vider les terrasses à 11h et que, bizarrement, entre 11h et 1h du mat, il y avait encore plus d'agressions qu'avant parce qu'ils étaient sur les quais à pas faire ce qu'ils devaient faire dans les quartiers chauds. Mais non, mais on est Bien où? sûr. Donc, c'est de la bêtise. Non, mais là, on a affaire à de la bêtise. Mais de la bêtise, mais pure, tu vois, au niveau vraiment chimiquement pur, quoi. Et là, la seule chose qui peut arrêter ça, c'est le nombre.
C'est-à-dire qu'en nombre, on va dire non, nous refusons votre connerie institutionnelle. Nous sommes pour autre chose. Et c'est pas parce que vous allez essayer avec des campagnes de calomnie, avec le fait de dire que derrière c'est de la conspiration ou machin. Non, c'est que votre modèle de société est bidon et on n'en veut pas. Et ok, vous voulez ça, vous voulez la sécurité, eh ben, allez vivre en Chine. Aucun problème avec ça, vous serez très bien traité. Il n'y a aucun problème. Il y a la sécurité, vous sortez pas de chez vous quand vous êtes cas contact, et puis tout le monde est très content. Et puis les boîtes ont réouvert, super, vous pouvez aller danser. Mais si jamais, attention, vous sortez alors que vous n'avez pas le droit, c'est autre chose. Mais c'est pas un modèle souhaitable. Alors, dernière question, on a largement exposé le temps, mais c'est pas grave. Merci Alexis d'être là sur Twitch Live. Dernière question, ça rejoint un peu et ça prolonge la discussion que nous avons en ce moment. Comment tu vois la fin du mandat d'Emmanuel Macron et l'avenir pour la démocratie jusqu'à avril 2022? On voit qu'Emmanuel Macron, il va faire passer la réforme des retraites en force. Il vient de prendre une tôle monumentale, mais j'ai déjà dit sur notre chaîne respective, il s'en moque. Pour lui, c'est une fête foraine. Mais et dès aujourd'hui, là, ou dès hier, dès le lundi 28 juin, il a commencé à faire son petit tour de France présidentiel. Et puis, il va nous mettre la réforme des retraites et il va aller sur la case des dépenses publiques voulue par le diktat bruxellois. Comment tu vois, toi, la fin d'Emmanuel Macron et la démocratie qui va avec, bien entendu? Ouais, mais je pense qu'Emmanuel Macron a été élu pour un agenda très clair. Hein. C'était de casser la République sociale et d'ouvrir tous les marchés possibles de la dette, c'est-à-dire la financiarisation du monde. Donc il fallait rendre l'éducation payante, rendre la santé payante, enfin tout ça de manière rapide, hein, puisqu'il est factotum de ces lobbies financiers. D'ailleurs, à Versailles, il reçoit les grands patrons du monde entier, ça s'appelle Choose France. Ouais. Voilà, mais c'est les donneurs d'ordre, c'est BlackRock, c'est les grands fonds, c'est les grandes entreprises internationales qui sont là pour dire « Oh, le travail coûte trop cher chez vous, puis en plus vous avez des trucs sociaux, c'est quoi ce bordel? Enfin, nous, on veut pas payer pour ça, hein, que les pauvres se débrouillent. Nous, ce qu'on veut, c'est du profit et rapide. » Donc, il va faire un sprint au profit. Et il est aidé en ça par la Commission européenne. Alors, c'est génial parce que quand je parlais sur le plateau de 28 minutes, j'avais choisi comme photo von der Leyen et Macron en disant « Mais c'est génial, on paye un plan de relance à 40 milliards, on le paye plus cher puisque la France contribue à hauteur de 17% au budget de l'Union européenne. Et en plus, ce plan est soumis à des réformes structurelles. » Ah bon, mais oui, c'est écrit, vous avez... Alors, c'est un document encore très ils ont gros, été, je me permets, ils ont été étonnés des réformes structurelles. Du lien. D'accord, oui. Et donc, j'explique, dans les réformes structurelles, vous avez la réforme de l'assurance chômage, la réforme de la retraite. Donc, Macron va faire ça en disant que si on ne fait pas ça, on n'aura pas le droit aux milliards de l'Europe, mais milliards de l'Europe qu'on aurait de toute façon par ailleurs sur les marchés financiers en se finançant nous-mêmes de toute façon. Mais la BCE est un beau parapluie qui permet de dire, grâce au mirage de l'euro, que c'est bon, on payera la dette, même avec du sang jusqu'au bout. Alors allez-y, vous pouvez acheter de la dette européenne, elle est bonne. Même l'italienne, même la grecque, maintenant vous pouvez y aller, elle est bonne. Les Grecs ont été saignés. Maintenant, c'est nous qui allons être saignés. Et peu importe, j'ai envie de dire, qui sera élu en 2022, parce qu'on va avoir à peu près la même continuation. Aujourd'hui, je vois très peu de gens dans le champ politique qui sont anti-européens, mais au sens anti-Bruxelles, anti-technocratie de la dette, ou qui remettent en cause ce système de la dette. Et donc, on a l'impression que tout le monde est d'accord sur ce point-là. Donc après, on va s'écharper sur des points de détail. La question, c'est ce que je disais tout à l'heure, la souveraineté du peuple. Comment on fait pour dire, mais je ne suis pas d'accord, moi, pour rembourser cette dette? C'est de l'argent magique, de toute façon, il n'existe pas. Donc pourquoi je rembourserais une dette pour des gens qui n'ont même pas prêté de l'argent, en réalité, puisque c'est de l'écriture. Mais c'est pas grave, on est là-dedans parce qu'il faut sauver l'euro et tout le monde le fait. Et je trouve que la fin du mandat d'Emmanuel Macron va être un sprint, notamment parce que la France va être aussi présidente de l'Union européenne à partir de janvier. Donc ça va être pour lui un formidable tremplin de campagne en disant « Moi, je suis le grand défenseur de l'Union européenne, je suis le seul, le vrai, le seul... » Le bon élève. Le bon élève. Et puis Merkel sera partie. Et donc, il pourra jouer au petit père Europe en disant « C'est moi maintenant le patron ». Alors que ce ne sera jamais lui le patron, de toute façon. Mais peu importe, il est suffisamment atlantiste pour être patron aussi. Donc, il va jouer cette carte-là, donc du grand chef d'État international qui va faire des trucs autour de la table, machin. Alors, il faut voir où en sera le delta, l'oméga, où en sera le Covid, parce qu'il se peut que ce soit tout à fait par terre et à la poubelle. Et dans ce cas-là, on rentrerait dans une dictature sanitaire autoritaire, je pense, très rapidement, avec vaccin obligatoire, avec le pass sanitaire de partout, les enfants vaccinés à l'école, enfin là... les chiens, les chats de compagnie, tout le monde y va y passer, quoi. Dès qu'ils peuvent vendre une dose, même les plantes, il faut vacciner vos plantes vertes. Ah bon, ça chope le Covid, le bégonia, là. C'est toujours plus de doses. Allez. Et tu dis, mais merde. Donc, il va y avoir ça, il va y avoir
ces déambulations là qui sont catastrophiques. Hein, il privatise des villages pour se mettre en scène et même là, il arrive à se prendre une baffe. Et je pense que c'est une catastrophe en termes d'image, mais il a réussi à faire une petite pirouette. Tu vas dire, mais c'est pas grave, machin. Mais je pense qu'il fulminait en réalité d'avoir ça et de se dire comment c'est possible, mon Dieu. Dans une revue de presse, j'avais parlé du dernier qui avait foutu un coup de couteau à un bon roi de France. Qui s'était fait écarteler, c'était le dernier français à s'être fait écarteler. À la fin, les bourreaux ont dit j'arrête le boulot, je fais plus ça, quoi. C'était tellement affreux. Donc là, bon, le mec est simplement 3 mois en tôle et il fait appel. Donc tout va bien quand même. On n'est pas en dictature, tu vois. Ça, c'est rassurant quand même, se dire que finalement, voilà, il a giflé le président. Il est simplement en prison pour 3 mois et c'est juste, voilà, il a le tarif, c'est pas quand même bon. Après, il y a sur la destitution des droits civiques, c'est plus contestable et c'est d'ailleurs sur ça qu'il fait appel. Mais donc voilà, il va réunir, Emmanuel Macron va réunir le Parlement en congrès à Versailles, apparemment, c'est dans les petits papiers, et puis il va y avoir son grand discours de la refondation du 14 juillet. Ça, j'attends, je serai à Avignon. Comme ça, après mon spectacle, je vais écouter ce qu'il va dire. Et là, je pense qu'on va rigoler, quoi, parce que ça va être psychédélique. Parce qu'en fait, Emmanuel Macron, il sait très bien qu'aujourd'hui, il n'a plus personne derrière lui, quoi. Ni un parti, le parti s'est effondré. Tout le monde est en train de tirer les couteaux pour voir, tiens, je vais peut-être retourner chez LR, c'est ma famille. Darmanin, par exemple, hein, qui se dit, oh là là, la REM, ça ne marchera pas. Hein. Je le sens pas, ce truc-là. Donc, ils vont tous retourner chez eux, gentiment. Il n'y a que le PS qui est un peu aux prunes, qui va dire, bon, bah, moi, de façon grillée pour griller, on va renommer ça, je sais pas, progrès social ou progrès pour la République, tu vois, puis ils vont faire un truc. Mais globalement, si avec ça, c'est pas grave, mais il vit dans un monde de oui-oui, c'est-à-dire que les sondeurs lui font un monde où il est à 50%, il a une cour autour de lui qui dit qu'il est génial, et quand il se déplace, c'est un casting, en fait, des villages Potemkin. Là, il était à Douai, dans une usine où il prend un micro et puis il prend la parole devant tout le monde, halluciné, en disant, voilà, c'est génial, et puis après, il y a des fans comme Nathalie, cette fan qui était là, oh, il est formidable, voilà, et c'est des gens hallucinés qui vont le voir. Donc pour moi, c'est cette fin de règne, c'est Las Vegas Parano, quoi. C'est-à-dire, c'est une fin hallucinée dans un monde où lui voit des choses qu'on voit pas et où il va faire des choses mais qu'on ne va pas comprendre. Et aussi, on va trop les comprendre en disant, mais là, c'est complètement bidon. Mais politiquement, pour moi, il est mort. Sa candidature de 2022 est morte, mais elle est tenue artificiellement, mais comme l'économie, hein, avec les aides de la BCE, avec cet argent magique. Mais là, c'est Macron qui est tenu par la sphère politico-médiatique parce qu'il faut qu'il tienne, parce qu'il est là pour cet agenda. Donc les retraites, il faut faire rentrer quand même un paquet de trucs pour les 8 mois qui restent, avec en plus la présidence de l'Europe, rendez-vous compte. Donc le côté, on va faire peur avec le RN en disant, il faut faire barrage, c'est mort, ça marche plus. Le côté, il est quand même génial, il est bon, son bilan est calamiteux, donc je vois pas comment il peut s'en sortir. Mais il peut s'en sortir parce qu'il vit dans ce monde de mensonges et que ce monde de mensonges est suffisamment médiatisé, rendu, mais en réalité, comme tu le dis, beaucoup de gens ne sont pas dupes, ils se déplacent plus pour voter, et ce qui risque d'arriver en 2022, c'est une forte abstention, évidemment, ou bien des candidats sortis du chapeau, mais parce que c'est une élection qui infantilise. C'est pas parce qu'on élit quelqu'un, une personne, que les choses vont changer. Non, ça change parce qu'on est tous d'accord pour faire un grand changement, et surtout pour remettre en cause le pouvoir des élites. Et je vois pas ça arriver avec 2022 qui reprend encore les gens pour des idiots en leur vendant un nouveau paquet de lessive. Même si elle commence par Z, par exemple. Ouais, ben peut-être le retour du peuple dans quelques mois, nous verrons bien ça, nous allons suivre ça de notre point de vue des directs politiques. En tout cas, merci beaucoup Alexis de ce grand entretien. On te retrouve donc dans L'Homme qui tua Muammar Kadhafi, mise en scène par le collectif Super Mama. Super Mama, j'étais déjà dans Emmanuel Macron, je pensais, bon, peu importe, je n'irai pas plus loin. Donc Super Mama, avec une discussion avec la DGSE. Voilà, à retrouver au Festival d'Avignon dès le 7 juillet, semaine pro. Vous avez le lien en bas. Abonnez-vous à Putsch, allez voir ce que fait Alexis sur le monde moderne, la Twitch aussi, n'hésitez pas à suivre sa matinale, abonnez-vous à nos médias indépendants, comme ça, même avec des sensibilités différentes. Soutenez-nous pour que nous puissions nous aussi donner votre avis et vous donner la parole et donner de l'information sourcée, vérifiée avec un autre regard. Merci beaucoup Alexis. On se retrouve très bientôt. On vous souhaite à tous une excellente soirée. Très bientôt sur Putsch Live. Et une dernière chose, comme d'habitude, bye bye et vive la démocratie. Salut. Salut.